Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. L'actualité cette semaine en Vendée a été marquée par le décès du père Olivier Maire. Le prêtre a été retrouvé mort lundi à Saint-Laurent-sur-Sèvre dans les locaux de la communauté des Pères Montfortins dont il était le supérieur provincial. L'autopsie a révélé qu'il est décédé après avoir reçu plusieurs coups violents à la tête. Le père Olivier Maire était âgé de 61 ans. Sa mort a suscité beaucoup d'émotions. Écoutez le témoignage du recteur de la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ce qui revient à l'esprit, c'est la charité qui animait le père Olivier. C'est pas à nous de juger. On prie pour Olivier, on prie pour sa famille, on prie aussi pour notre communauté, notre congrégation et puis l'Église qui est éprouvée de nouveau. Et le principal suspect de ce meurtre est un homme d'une quarantaine d'années d'origine rwandaise qui s'est rendu lundi à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre. Il était hébergé par la communauté montfortaine dans le cadre d'un suivi judiciaire. Il était en attente de son procès pour l'incendie il y a 1 an de la cathédrale de Nantes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est exprimé depuis Saint-Laurent-sur-Sèvre lundi soir. En tant que ministre en charge des cultes, quelques jours d'une grande fête catholique, nous pensons à eux. Et que s'en prendre à un prêtre, s'en prendre à un homme d'église, c'est toujours s'en prendre à l'âme de la France. Suite à l'incendie qu'il y a eu à la cathédrale de Nantes, nous ne pouvions pas exécuter la décision d'expulsion du territoire national de cette personne, puisqu'elle a été pendant plusieurs mois en prison, puis libérée sous contrôle judiciaire. Et ce contrôle judiciaire prévoyait explicitement que nous ne pouvions pas, il ne pouvait pas quitter le territoire national en attendant la décision de justice. Et la garde à vue du suspect a été levée en début de semaine en raison de son état de santé. Il est depuis hospitalisé en psychiatrie. Et les obsèques du père Olivier Maire ont eu lieu ce vendredi en la basilique Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort en présence du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et de plusieurs parlementaires et élus vendéens. Le public était également présent à l'extérieur de la basilique où un écran géant avait été installé. Je suis de Saint-Laurent et en plus le père, on le voyait dans les rues, on se saluait. Je ne le connaissais pas plus que ça, mais je savais que c'était quelqu'un de bien. On est très triste. On a perdu quelqu'un qu'on ne retrouvera jamais. Donc triste, et colère et honteux. Je trouve que c'est honteux une chose qui vient d'arriver comme ça. On ne peut pas s'imaginer. On n'aurait jamais pensé ça, jamais. Surtout à Saint-Laurent, c'est plutôt calme. On ne doit pas faire ça à un être humain. Aucun être humain ne mérite ce sort. Et surtout quelqu'un qui vous attend de la main. C'est ça qui fait mal. Et les drapeaux avaient également été mis en berne sur plusieurs bâtiments publics. À noter que la sécurité des églises a été renforcée ce week-end à l'occasion des célébrations de l'Assomption. Dans l'actualité également cette semaine, la situation sanitaire, de nouveaux clusters ont été recensés en Vendée dans des campings et centres de vacances, mais aussi dans 2 abattoirs et dans plusieurs EHPAD. L'épidémie est toujours présente, donc même si les indicateurs se sont stabilisés dans la région. Alors l'ARS des Pays de la Loire a déployé cet été des médiateurs. Une équipe était notamment mercredi après-midi à Maillezais pour rappeler les gestes barrières, répondre aux questions sur la vaccination et expliquer le fonctionnement des autotests. Aujourd'hui, on a les autotests qui, lorsqu'ils sont supervisés par un professionnel de santé, peuvent faire l'objet, peuvent être pris dans le cadre du pass sanitaire. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les personnes se testent en autonomie avec le dispositif de l'autotest, contrôlé et coordonné et expliqué par un référent de santé, médecin, pharmacien, infirmier, kinésithérapeute, chirurgien dentiste, qui peut en saisir le résultat au même titre que là aujourd'hui on est sur du dépistage par test antigénique coordonné par un référent de santé. L'idée c'est de pouvoir répondre plus largement à la demande du pass sanitaire. Et l'ARS a annoncé le déploiement prochainement de tentes provisoires pour réaliser des dépistages. Il s'agit d'accompagner la forte demande de tests depuis l'instauration du pass sanitaire. Un pass sanitaire dont l'utilisation s'est élargie cette semaine. Depuis lundi, il est exigé pour prendre l'avion, un TGV ou un train intercité, mais aussi pour accéder aux bars et aux restaurants, qu'il s'agisse de consommer à l'intérieur ou en terrasse. Alexia Janet a suivi la première journée d'application de la mesure dans plusieurs établissements de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Regardez. Que ce soit pour boire un café ou manger, en salle ou en terrasse, le pass sanitaire est désormais indispensable. Dans ce café, les avis restent partagés. Parfait.
Parfait, merci Damien. C'est un petit peu une contrainte, mais voilà, on est bien obligé si on veut aller au festival, si on veut aller au bar, au restaurant. C'est pas plus contraignant que de sortir sa carte bancaire ou son porte-monnaie pour payer. C'est à mon avis la seule solution de se sortir de cette pandémie. On est obligé de suivre la colonne. Moi, j'y vois plus d'objection parce que finalement, je l'ai fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Dans tous les cas, c'est une grosse contrainte pour les professionnels. Les bars et les restaurants disposent donc d'une première semaine de tolérance et de rodage pour ce nouvel outil. Une organisation qui va parfois être compliquée à trouver. Pour l'instant, ça se passe bien parce qu'il n'y a pas trop de monde, mais quand les terrasses vont être pleines, je pense que ça va être difficile pour les serveurs de prendre la commande avec le pad, de vérifier avec le téléphone. Je pense que ça va être très compliqué, en sachant que tout le monde n'a pas un téléphone qui peut vérifier les QR codes. Et après, c'est un investissement. Donc un téléphone aujourd'hui pour l'entreprise, mais pour 3 serveurs, ça fait peu. Un peu plus loin sur le Remblai, ce sont les mêmes problématiques. Donc sur les grands, j'en ai une qui a son pass et l'autre qui est à moitié. Pour cette restauratrice, cette mesure est plus contraignante que rassurante. Après plusieurs mois de fermeture, ce qu'elle redoute le plus, devoir refuser des clients qui n'ont pas leur sésame. C'est pas mal anxiogène en fait depuis ce matin. Si on refuse de les servir, alors j'espère pas, parce qu'on n'a pas trop les moyens de refuser des clients après des mois de fermeture. Donc cette semaine on va être souple en terrasse et puis la semaine prochaine en espérant que les gens se soient entraînés aussi et ne viennent pas s'ils sont pas vaccinés ou s'ils n'ont pas de test PCR. À partir de la semaine prochaine, des contrôles pourront être effectués dans les établissements. En cas de non-possession du pass sanitaire, les clients risquent 135 € d'amende. Autre lieu où le pass sanitaire est désormais demandé, les hôpitaux et les cliniques, mais aussi les maisons de retraite. Une mise en place jugée difficile par les directeurs d'EHPAD. Plusieurs établissements vendéens nous ont indiqué cette semaine ne pas avoir encore mis en place la mesure, faute de moyens et de directives précises. À l'EHPAD Les Ardillers de Mareuil-sur-Lay, d'Issey, un contrôle a été instauré à l'entrée. Écoutez le témoignage de son directeur. C'est compliqué en fait, la contrainte ça peut être si on a plusieurs accès dans l'EHPAD, donc contrôler tous ces accès-là. Et puis le recrutement du personnel. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir du personnel dans l'EHPAD. C'est sur des petits temps, donc c'est encore plus compliqué. Donc moi, j'ai eu de la chance d'avoir des enfants du personnel qui étaient volontaires et qui pouvaient être présents. Donc on a pu travailler comme ça. Maintenant, à partir du mois de septembre, on ne sait pas comment on va pouvoir travailler la semaine et le week-end en fait, pour faire les contrôles. La crise sanitaire toujours d'actualité donc, en plein cœur de la saison estivale. Cette période autour du 15 août représente le pic de fréquentation de l'année dans le département. Une fréquentation touristique à laquelle les infrastructures doivent s'adapter. Exemple avec la distribution d'eau potable. La consommation en une journée peut atteindre en ce moment jusqu'à 210 000 mètres cubes. Alors pour éviter la rupture d'approvisionnement, Vendéo surveille de près les niveaux des barrages. Reportage à l'usine d'eau du Jonais, Marie-Aimée Copleutre. L'usine de traitement des eaux du Jonais approvisionne 58 000 foyers chaque année. Mais chaque été, avec l'arrivée des touristes, la demande en eau quadruple. Sur le Jonais, en hiver, on est sur des productions de l'ordre de 9 000 m3 jour, alors qu'en plein été, on est sur des productions qui montent jusqu'à 36 38 000 m3 jour. Pour répondre à la demande, l'usine ne s'arrête pas. Alors qu'elle fonctionne 7 à 8 heures par jour en hiver, la cadence est beaucoup plus forte en juin et juillet. Les productions sont tout de suite de l'ordre de 18, 20 heures. Et sur des journées très typiques comme le 15 août ou autre, certaines usines peuvent monter à 20, 22, 24 heures de fonctionnement continu, quoi. C'est aussi un système complexe et astucieux qui permet de fournir l'eau. L'interconnexion des 12 barrages vendéens et des 11 usines de traitement des eaux. Si la côte vendéenne est déficitaire en eau, elle peut être approvisionnée par les barrages du centre du département. Et nous arrivons à répondre sur cette présence touristique grâce aux interconnexions qui ont été mises en place sur les 10 dernières années. 45 millions d'euros sont chaque année investis pour répondre à ces besoins et faire face à ce besoin important sur ces 2 périodes estivales que sont juillet et août.
Cette année, les barrages vendéens sont remplis à 87% de leur capacité, un chiffre plutôt élevé pour l'été. Au début de la saison, nous étions à 97-98%. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 87% de taux de remplissage de nos barrages, ce qui est un excellent taux pour la saison. Alors bien sûr, la pluviométrie nous aide. Elle nous aide parce qu'elle permet de soutenir les débits des cours d'eau qui alimentent nos barrages. Et cette pluviométrie, ce mauvais temps nous aide, puisqu'il y a beaucoup moins de jeux d'eau, moins de piscines, moins de jeux d'eau mis en place sur les campings. Même si cette situation est plutôt positive, Vendéo appelle les touristes et les Vendéens à rester vigilants sur leur consommation d'eau. L'actualité marquée aussi par le retour du soleil sur le département après un mois de juillet rythmé par la pluie et des températures en dessous des normales de saison. Une météo qui a eu des conséquences pour les maraîchers et les arboriculteurs vendéens. La production de fruits et de légumes est en baisse, notamment pour les melons. Les espoirs se tournent désormais vers ce mois d'août plus clément. Qui dit été dit aussi melons, tomates, courgettes et autres fruits et légumes de saison. Mais cette année, ils ont parfois du mal à trouver leurs consommateurs. Une baisse des demandes qui compense en quelque sorte la baisse de production. Avec le manque de soleil, certains fruits et légumes ont eu du mal à pousser correctement. Des choses tardent à mûrir, tardent à pousser, d'autres envahies par les adventices, donc difficiles à récolter aussi. Donc oui, c'est un peu particulier. Ouais. Les tomates, les concombres, voilà, les poivrons, les aubergines, tout ce qui fait la bonne ratatouille et les salades d'entrée. Ouais, c'est vraiment des fruits qui ont besoin, même s'ils sont sous serre pour la plupart, ils ont besoin quand même de chaleur et de soleil, quoi. Et donc là, oui, ça a été compliqué. Direction Douai-les-Fontaines chez ce producteur de melons. À la fin du mois de juillet, il a récolté seulement 400 tonnes de fruits au lieu de 600 habituellement. Le melon, une fois que la plante se met en floraison mâle et femelle, l'abeille fait son travail pour féconder la fleur femelle. Et sorti de là, il nous faut 10 jours de beau temps pour avoir une bonne floraison. Et après, une fois que le melon est fécondé, on l'a 40 jours après, au niveau de la récolte. Le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'avec les périodes de mauvais temps, notre floraison se fait mal. Et donc on décale de 10 jours à chaque fois pour qu'il y ait une nouvelle floraison. Et ce qui fait qu'avec le mauvais temps, on décale et très peu de floraison, très peu d'accroche, donc pas beaucoup de production. Ce producteur compte donc sur la fin du mois d'août et les chaleurs annoncées pour produire davantage et rattraper ce mauvais début de saison. Moi, chez moi, par exemple, j'ai 10 à 15 jours de retard, c'est-à-dire que les melons vont arriver fin août. Au lieu d'arriver entre le 15 juillet et puis le 15 août. Il ne reste plus que les consommateurs sont au rendez-vous à la fin de l'été si ce producteur veut vendre ses melons et générer le moins de pertes possible. Enfin, pour terminer, focus sur cette action de solidarité menée par le Parti communiste. La section du Pays lyonnais, avec l'aide de la ville de La Roche-sur-Yon, a emmené des enfants des quartiers pour une journée à la mer. Une sortie destinée à des familles qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir quitter leur domicile quelques jours ou qui se rendent rarement sur le littoral. Chaque année en France, un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Ça fait plaisir de se retrouver. C'est convivial, c'est humain, c'est très bien. Ça change, il fait chaud, ça fait du bien. C'est une très bonne initiative. Au moins on profite, les enfants profitent, on n'a pas les tracasseries de voyage, de nourriture, tout est pris en charge. Après le Covid, ce qu'on a vécu, c'est bien. Voilà. Allez, ça fait du bien. Ça fait très très bien le moral. Avec cette pandémie depuis 1 an et demi, donc tout le monde ne la vit pas dans les mêmes conditions. Là, nous sommes justement sur une population donc, de quartier et évidemment, c'est pas du tout comme le vivre dans une maison individuelle avec un espace vert où les enfants peuvent s'éclater. Là, c'est pas le cas du tout. Très souvent, ils sont dans des appartements, même sans balcon. Donc voilà, on peut leur donner au moins une journée de bonheur et d'évasion. C'est déjà un grand pari de gagner, quoi. Et on se quitte sur ces témoignages. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera ce lundi à 12h30 en direct. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée.